C'est parti, bon webinaire à vous trois. Tu peux remettre la présentation, Christophe, juste? Ouais. Super. Bon, bah super. Eh bien, écoutez, merci à tous pour d'avoir patienté un petit peu. En tout cas, on est super content d'avoir autant de monde aujourd'hui pour un sujet qui est vraiment d'actualité. Le rôle du manager dans la prévention des RPS et la promotion de la qualité de vie au travail. On est près de 200 aujourd'hui. J'avais eu un petit peu ce sentiment que c'était un sujet qui intéressait beaucoup les ressources humaines, les chargés de prévention, de formation ces derniers temps. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui sont des experts sur le sujet, tant sur la théorie que sur la pratique. Aujourd'hui, je crois que c'est surtout la pratique qui va nous intéresser. Donc l'idée de ce webinaire déjà, c'est qu'on va avoir trois grands temps, trois grands échanges sur des thématiques différentes, histoire de cadrer un peu. On va essayer de faire tout cela en 40-45 minutes et ensuite on aura une petite session pour les questions pour ceux qui en ont. Alors déjà, je suis vraiment très heureux d'accueillir Amandine et Gérard. Donc je vais les laisser se présenter et je me présenterai ensuite. Amandine. Bien, merci. Bonjour à tous et encore désolée pour ces petits aléas. Donc, Amandine Perret, je suis responsable du service santé conditions de travail de Pôle emploi Hauts-de-France. Alors, juste pour contextualiser, Pôle emploi Hauts-de-France, c'est à peu près 5000 collaborateurs et puis 85 agences réparties sur l'ensemble de la région. Je suis donc responsable de ce service depuis presque 5 ans maintenant. Auparavant, j'étais toujours dans les ressources humaines, mais sur le volet gestion de carrière, recrutement et puis accompagnement des managers. Donc, j'ai évolué sur ce poste de responsable santé, conditions de travail, je dirais assez naturellement sur le volet ressources humaines. Et alors, j'y reviendrai plus particulièrement, mais mon métier a beaucoup évolué sur ces 5 dernières années, puisque quand je suis arrivée sur ma prise de fonction, on était plutôt sur un service de gestion des aménagements de poste, gestion du handicap, et on a énormément évolué sur le volet conditions de travail, QVT et prévention des RPS, qui aujourd'hui est l'enjeu numéro 1 de mon service. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Amandine. Gérard, je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, Gérard Matancio, moi je travaille chez Enedis, le distributeur d'électricité, le compteur Linky pour ceux qui ne l'ont pas encore. Enedis, c'est 35 000 salariés, c'est 35 millions de clients. Alors moi, je suis directeur délégué d'une direction qui s'appelle la direction des dirigeants, des talents et de la dynamique managériale. Et pour faire simple, c'est la fusion des activités de gestion de carrière classique pour tous les cadres, managers et dirigeants, et puis ce qu'on appelle chez nous la transformation managériale. J'ai un parcours essentiellement de manager opérationnel dans les différentes entités d'Enedis en France et d'EDF en Outre-mer, puisque nous sommes une filiale à 100% d'EDF. Ok, merci Gérard. Pour ma part, je suis donc Léopold Denis, je suis cofondateur et directeur des opérations de Moodwork et également administrateur de l'association Labérage qui regroupe un peu plus de 300 startups en ressources humaines en France. Et pour Moodwork, très rapidement, c'est une société que nous avons créée il y a 4-5 ans avec des chercheurs en psychologie et en sciences comportementales, avec pour objectif de donner à chaque salarié en entreprise les outils pour leur permettre d'agir eux-mêmes sur leur qualité de vie au travail. Donc, on trouve tout ça sur une application web et mobile. Donc, afin de commencer ce webinaire sur un premier sujet, on va partir sur notre premier échange qui va durer 10 minutes, maximum 12, sur la thématique « Être un manager soucieux de la QVT nécessite certains soft skills. Lesquels et pourquoi ?» Et donc, par politesse, galanterie, je laisse donc Amandine commencer. Amandine. Alors, grand sujet, effectivement. Alors, en tant que responsable conditions de travail, on a chaque année, en tout cas, des enquêtes qui sont réalisées auprès de l'ensemble de nos salariés, enquêtes sur justement les conditions de travail. Et puis, il y a un lien très, très étroit qui est fait avec le management. Et dans ce cadre-là, on recueille également les attentes et puis les attentes de nos collaborateurs en matière de management et de conditions de travail. Et ce qui revient de plus en plus et régulièrement de la part de nos collaborateurs,
c'est ce souci de pouvoir avoir un manager qui soit en capacité de fédérer et de motiver ses équipes. Alors ça, c'est vraiment le point important, puisque pour contextualiser également, au sein de Pôle emploi, on fait face depuis presque 10 ans maintenant à de nombreux changements et des changements stratégiques importants. On a eu des fusions, ACDIC, ANPE, des fusions de territoires entre le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, de grosses évolutions liées aux orientations gouvernementales sur ce qu'on envisage pour les demandeurs d'emploi, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et puis l'assurance chômage, donc avec des réformes aussi parfois à la clé. Donc, ce sont des changements assez conséquents avec de nombreux impacts en matière de conditions de travail. Et ces changements ont besoin d'être accompagnés, d'être expliqués. Et en ça, le manager a un rôle clé en fait sur ce champ-là pour justement travailler sur des modes collaboratifs, des modes participatifs aussi, et que finalement, alors le quoi, j'ai envie de dire, nous est entre guillemets un peu imposé, soit de la part du gouvernement, soit de la part de notre direction générale. Par contre, sur le comment, c'est voilà, comment on y va et comment on implique les collaborateurs pour travailler sur les méthodes d'action, sur l'organisation du travail. Et c'est en ça où voilà, cette compétence en tout cas de fédération pour moi est primordiale sur le rôle de manager. Deuxième point aussi, et on en voit beaucoup en ce moment, enfin par rapport aussi à la crise sanitaire, la capacité, en tout cas, je dirais l'intelligence émotionnelle aussi, dont doit faire preuve le manager soucieux de la QVT, de pouvoir être en capacité de maîtriser ses émotions. Et on le voit aujourd'hui dans le contexte sanitaire auquel on fait tous face. On a forcément des stress liés au contexte personnel, au contexte professionnel, et c'est de pouvoir aussi justement maîtriser ses émotions, éviter de transmettre ce stress et ces émotions, et pour autant aussi être à l'écoute et s'adapter à chacun de nos collaborateurs. Et puis troisième point, et ça c'est aussi des attentes fortes au niveau de nos agents lorsqu'on enquête auprès d'eux, sont des compétences aussi en termes de communication, d'avoir déjà de bien connaître ces modes de communication à soi, pour ensuite communiquer et s'adapter aussi auprès de chacun de nos agents. Donc en tant que manager, c'est aussi, là on le voit principalement par rapport au contexte sanitaire, mais être à l'écoute aussi de signaux faibles. Et ça, j'y reviendrai aussi tout à l'heure parce que c'est un point très important aujourd'hui au regard de ce contexte, même à distance. Comment on peut, en tant que manager, être à l'écoute de ses collaborateurs, de signaux faibles parfois qui peuvent laisser transparaître une difficulté, un mal-être. Voilà, pour moi, ce sont vraiment 3 points, 3 éléments clés: capacité à fédérer, à motiver, capacité à communiquer et être à l'écoute de ses agents, et puis une intelligence émotionnelle qui permet de s'adapter et qui permet aussi de pouvoir gérer et maîtriser ses émotions. 3 sujets vraiment d'actualité avec le télétravail, mais ça, on y reviendra. Ok, Ouais. super intéressant. Merci Amandine. Gérard, vous de votre côté, chez Enedis, votre point de vue personnel, votre expérience sur ce sujet? Oui, déjà, rappeler que le manager dans cet univers-là n'est pas un salarié comme les autres. En fait, on attend de lui qu'il soit finalement le garant du collectif. Ce que j'appelle avec mes mots finalement le régulateur de l'âme et des états d'âme de l'équipe. Et puis, il y a quelque chose de fondamental dans le management, c'est que la qualité des comportements managériaux génère ou pas l'engagement des salariés. Et donc ça, déjà, c'est le contexte qui nous amène à nous poser la question de finalement quels soft skills sont nécessaires pour un manager soucieux de QVT. J'élargirai votre question, c'est même soucieux de bien manager tout simplement. Alors moi j'ai 5 éléments en tête. Le premier, c'est qui me paraît en plus décuplé avec la période, c'est l'empathie. L'empathie, la capacité à ressentir ce que ressent l'autre, parce que c'est absolument nécessaire pour ajuster ses postures en permanence avec le ressenti de l'autre. Donc ça me paraît une première compétence nécessaire. La deuxième, tout aussi fondamentale, faire jouer collectif. On le sait, l'intelligence collective a une forte valeur ajoutée, mais aussi parce que quand on vient au travail,
on vient faire société, on vient se socialiser. Et cet enjeu-là, il est absolument primordial. Alors, il est encore plus complexe à se jouer à distance, bien entendu, on y reviendra, mais c'est un enjeu fondamental et une capacité du management à faire ce jeu collectif est absolument indispensable. Le troisième élément, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire être en capacité de faire confiance et finalement d'accepter avec une vraie humilité que la façon dont les choses vont être faites par les autres, c'est pas tout à fait celle que j'aurais adoptée moi-même, mais je l'accepte. Une autre compétence, me semble-t-il, c'est le silence. Souvent, le management se met une pression assez importante pour occuper l'espace. Eh bien non, il ne faut pas se forcer à occuper l'espace, ni le vide, mais il faut souvent observer, écouter patiemment, se taire, en évitant de réagir systématiquement à tout propos. Donc, cette notion de silence me paraît aussi assez fondamentale. Et puis enfin, une capacité qu'on appelle la résilience, hein, qui est finalement avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir rebondir sur ses propres échecs, mais aussi sur ceux de l'équipe dans laquelle on est intégré. Super intéressant. Mais en tout cas, ouais, ça fait pas mal de soft skills. Quand on vous entend parler, ça donne un peu l'impression que sans ceci, ça serait un peu la mission impossible pour un manager et encore plus aujourd'hui. Amandine, vous voulez rebondir sur quelque chose de Gérard ou vous souhaitez qu'on passe à la suite? Oui, bah le côté lâcher prise, effectivement, et puis faire confiance. Alors, comme le disait Gérard, encore plus dans le contexte actuel, n'ayant pas son équipe, ses collaborateurs à proximité. Et c'est justement une des thématiques qui est fortement travaillée aujourd'hui au niveau de Pôle emploi aussi sur ce qu'on appelle, nous, la performance par la confiance. Donc de pouvoir avoir ce volet lâcher prise effectivement des managers où le savoir, finalement, il faut aussi pouvoir intégrer que le savoir vient vient des collaborateurs qui sont vraiment des opérationnels au niveau du terrain. Et puis donc de leur faire confiance et que les techniques, finalement, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes d'organisation, organisation du travail, évolution aussi de l'activité, que les solutions puissent venir directement du terrain, donc en faisant confiance justement, en jouant collectif aussi, comme l'exprimait Gérard. Donc on est vraiment dans cette démarche-là au niveau de Pôle emploi et ça me paraît primordial aussi pour justement améliorer les conditions de travail et la qualité du travail, oui. Super. Alors en plus, ce qui est intéressant et ça s'enchaîne plutôt bien, c'est que tous ces comportements, tous ces soft skills qu'on vient d'exprimer, etc., ils sont palpables dans une situation de travail en présentiel. Je veux dire, gérer les émotions des uns des autres, c'est beaucoup plus simple quand on se voit. Travailler et réussir à fédérer son équipe, c'est beaucoup plus simple quand on les a tous sur place, quand on arrive à avoir beaucoup plus de moments informels, etc. Et résultat, ça pose vraiment la question avec la situation actuelle, toutes les entreprises qui ont décidé de pérenniser le télétravail et la pérennisation du télétravail, je pense que ça rejoint aussi le sujet de confiance. Au début, peut-être qu'on ne le pérennisait pas assez parce que les managers, les entreprises n'avaient pas suffisamment confiance. Dans toutes les entreprises que moi j'ai pu rencontrer cette année, les résultats du télétravail ont été très bons. La productivité a été bonne, etc. Je ne dis pas que ça a toujours été positif pour le salarié. Peut-être qu'on va se diriger, comme beaucoup de sociétés, vers un télétravail hybride. Mais en tout cas, que ce soit un télétravail complet ou un travail hybride, ça pousse les entreprises à réinventer et ça pousse le manager à réinventer sa façon de faire. Donc ça, c'est notre deuxième échange. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle place pour le manager en télétravail? Amandine, est-ce que vous voulez commencer encore une fois? Je sais qu'il y a eu pas mal de télétravail chez vous. Donc oui. Alors oui, il y a une grosse évolution. Alors avant la crise sanitaire, on avait démarré sur 5000 salariés, on était à peu près à 450, on était 10% de taux de télétravailleurs.
qu'on a fait évoluer d'année en année pour arriver avant la crise à peu près 25% de télétravailleurs, enfin 45% de télétravailleurs. Et heureusement, parce que la crise est arrivée et on a dû développer vraiment de manière exponentielle notre taux de télétravailleurs pour que chacun puisse être en capacité de pouvoir télétravailler, ce qui a été atteint en cours d'année 2020. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Donc aujourd'hui, l'ensemble de nos collaborateurs sont en capacité de pouvoir, sont équipés en tout cas pour télétravailler. Ce qui nous permet aussi, par contre, ce qui nous a permis de travailler aussi au cours de l'année 2020 sur tout le volet accompagnement managérial, parce qu'effectivement, alors il y a déjà eu un premier confinement qui a été compliqué et qui a remis en question pas mal de choses. On parlait de confiance et il a fallu aussi instaurer cette confiance, y compris à distance. Donc, on a beaucoup sensibilisé nos managers sur ce point-là et de distinguer contrôle, confiance, parce qu'il y avait aussi ce besoin pour les managers qui étaient d'autant plus à distance de vouloir contrôler, avoir un reporting parfois un peu plus important que ce qu'ils avaient sur site habituellement. Et donc, pour nous, la place du télétravail, enfin la place du manager, en télétravail, c'est pouvoir la challenger un petit peu, puisque à distance, on a toujours ce besoin d'être à l'écoute des collaborateurs, ce besoin de proximité qui est toujours exprimé de la part de nos collaborateurs, et c'est de pouvoir justement aujourd'hui, avec l'ensemble des outils digitaux à notre disposition, comment on arrive à instaurer finalement cette proximité alors qu'on est à quelques kilomètres chacun les uns des autres. Donc, on a eu pour ça les nouvelles technologies, bien sûr, Skype, Teams, etc. Et puis, l'idée, c'était surtout de créer des rituels, parce que tous les temps informels qu'on avait au bureau, le café le matin, le bonjour des uns et des autres, en télétravail, c'était compliqué de pouvoir l'avoir. Donc, ce qu'on a pu travailler avec nos managers, c'est de pouvoir instaurer ces rituels. Alors, soit la pause café, soit le briefing du matin, pour justement continuer à créer du lien, à maintenir ce lien entre le manager et son équipe, et entre l'équipe aussi, entre les collaborateurs. Donc, on parlait tout à l'heure aussi de pouvoir fédérer, et c'est un des enjeux, notamment à distance, pour le manager d'être en capacité de fédérer son équipe. Donc, au travers de ces rituels. Un des points importants aussi, j'y reviens, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est l'écoute aussi des signaux faibles, qui sont alors forcément beaucoup plus difficiles à distance qu'en présentiel, parce qu'effectivement, on voit pas la tête du matin, on voit pas que la personne est en difficulté ou qu'elle a mal dormi, chose qu'on pourrait identifier quand on voit la personne le jour J. Donc, c'est de pouvoir continuer à avoir aussi des contacts réguliers, et puis au-delà du professionnel, c'est-à-dire que comment tu vas, juste comment tu vas aujourd'hui, ça a été ton week-end, pour justement être à l'écoute de ces signaux faibles et à l'écoute d'un éventuel mal-être ou d'une difficulté. Donc voilà, la place du manager, elle a vraiment été recentrée là-dessus. Et puis encore une fois, sur la confiance, comme exprimait aussi tout à l'heure Gérard, de se dire à distance, on est d'autant plus obligé de pouvoir faire confiance. Et effectivement, les résultats ont été très probants au sein de Pôle emploi, y compris à distance pendant la période de crise sanitaire, le premier confinement. On s'est aperçu que les objectifs étaient atteints, les agents étaient au rendez-vous. Donc c'est vraiment très très encourageant aussi en termes de résultats là-dessus. Ok. Donc on est beaucoup plus dans un rôle de manager, animateur, préventeur, Ouais. etc., qu'opérationnel au final. C'est Oui. un petit peu. J'ai l'impression que j'entendais parler de ce sujet depuis les 4-5 dernières années, de dire le manager c'est plus que un bon opérationnel, etc. Et j'ai l'impression que la crise elle nous a forcé à aller vers ça, quoi. On y est allé de façon beaucoup plus abrupte, mais j'ai envie de dire presque heureusement qu'on s'est dirigé vers ça. C'est un petit peu un des aspects positifs de cette crise peut-être. Ouais. Et d'ailleurs, justement, le terme qu'on emploie au sein de Pôle emploi, c'est pour vous dire manager facilitateur. Donc voilà, on est plutôt dans ce objectif-là. Okay. Le manager qui est non plus opérationnel, effectivement, mais qui facilite les échanges, qui facilite les modes d'organisation, mais on est bien sur quelque chose qui vient du terrain, qui est ascendant et non plus descendant. Ok, ouais. Yeah. Ok. Super intéressant. Merci beaucoup, Amandine. Gérard, vous, de votre côté, au niveau de la direction, avec les dynamiques managériales que vous devez mettre en place chez Enedis, qu'est-ce qui s'est passé au niveau télétravail? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu énormément de télétravail chez Enedis parce que vous avez quand même dû avoir des personnes qui sont restées sur le terrain?
Oui, absolument. On avait un accord sur le télétravail avant la crise, qui nous a été utile évidemment pendant la crise, mais effectivement, on a énormément de managers, on a 5000 managers, mais tous ces managers n'ont pas pu fonctionner en télétravail parce que nous avons des équipes de terrain, des techniciens qui eux-mêmes ne sont pas éligibles au télétravail. Pour aller dépanner votre compteur, c'est compliqué de le faire, du bureau. Encore qu'il y a des opérations qui peuvent se faire du bureau. Et c'est une autre histoire. Euh, Grâce à Linky. Grâce à Linky, absolument. euh, En fait, évidemment, c'est des populations plutôt sédentaires qui ont pu bénéficier du télétravail. Juste une aparté, c'est que nos techniciens, par contre, eux, on a pu tester de nouvelles modalités de travail aussi à la faveur de cette crise, ce qu'on appelle la prise de travail sur chantier. C'est-à-dire que je pars de mon domicile et je ne suis pas obligé de passer par le site central pour aller sur ma première intervention. Donc, on s'est organisé aussi dans un certain nombre de sites et d'exploitations pour pouvoir le faire et leur offrir des modalités nouvelles, je dirais, de travail qui sont intéressantes, sur le plan de la performance opérationnelle. Alors, finalement, dans cette crise, le rôle du manager est encore plus essentiel, me semble-t-il, et j'ai l'impression qu'il accentue aussi les bons managers, en tout cas les comportements des bons managers dans le bon sens, et puis hélas, pour ceux qui n'avaient pas les bons comportements au départ, ça se détériore encore plus avec ces nouvelles modalités de fonctionnement. Donc ça, c'est un point de vigilance extrême, parce que finalement, dans cette période, il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien, c'est que le rôle du manager, c'est de cultiver le lien sans le lieu. C'est bien ça qu'il doit faire. Et surtout, éviter plusieurs types de risques. Le premier type de risque, me semble-t-il, c'est le risque d'isolement. On a vu de manière manifeste des gens carrément en rupture de banc, parce qu'ils s'éloignaient progressivement de l'équipe, on les entendait plus et il n'y avait plus d'écho radar. Donc ce risque d'isolement, il est fort, et on sait qu'on peut tous y être sujet à un moment ou à un autre dans l'activité. Et donc le manager, il doit absolument se prémunir de cela. Le deuxième risque, c'est l'hyperconnectivité. On a vu des temps de connexion complètement délirants se manifester. Alors certes, le télétravail offre une certaine souplesse dans l'aménagement horaire. Il y a des pratiques de connexion qui n'étaient pas du tout entendables, et auxquelles le manager a dû mettre fin, ou en tout cas agir pour qu'il y ait un peu plus de modération dans la connexion et les horaires de connexion surtout auxquels il assistait. Il y a un autre risque qu'on n'avait pas toujours soupçonné non plus à cette échelle-là en tout cas, c'est le risque lié à la gestion de l'autonomie. Alors autonomie déjà sur les outils, tout le monde n'était pas à l'aise, en tout cas ça progresse évidemment, mais tout le monde n'était pas à l'aise avec les outils comme Skype, les Klaxoon, etc., tout ce qui nous permet de travailler finalement en équipe et en collectif à distance. Et donc on a vu des personnes qui avaient vraiment des difficultés d'abord à se connecter, puis ensuite à utiliser les rudiments de ces applications-là. Il a fallu les faire monter en compétences, je dirais, dans l'urgence. Y compris d'ailleurs dans l'organisation personnelle, je crois qu'il y a un apport du manager qui doit être fait pour aider le salarié finalement dans ce nouveau monde à s'organiser, parce qu'il est à la maison, bien souvent dans un univers qui n'est pas toujours propice d'ailleurs à un travail de concentration. Et donc là aussi, il va falloir faire avec la situation, et le rôle du manager est important. Ça nous amène évidemment tout naturellement à l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, qui est absolument à préserver. Et là aussi, on a vu des personnes qui du jour au lendemain étaient dans une situation de sédentarité très forte, ne sortaient plus, ne faisaient plus de sport, etc. Donc le manager et son intervention, et puis le poids du collectif aussi a permis parfois d'améliorer la situation. Et puis finalement, les risques simples comme le risque des troubles musculo-squelettiques, on sait bien
L'environnement de travail à la maison, il n'est pas toujours optimal. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de risques qu'il faut arriver à éviter. Et c'est aussi le rôle du manager dans cet univers. Très bien. Merci Gérard. Oui, pour compléter ce que vous dites, chez Moodwork, on s'est amusé, vu que je vous le disais au début, on a des outils d'auto-évaluation sur notre plateforme qui vont permettre aux salariés de s'auto-évaluer, lui individuellement de comprendre sa qualité de vie au travail. Ce sont des outils qui sont validés scientifiquement et on s'est amusé. On a voulu regarder la différence de résultats entre 2019 et 2020. Alors, de façon générale, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit que le niveau de qualité de vie au travail des salariés accompagnés par Moodwork, il y a certains biais, a stagné. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas en détresse psychologique, etc. Mais probablement, nous, de ce qu'on voit, ça ne vient pas de leur travail. Par contre, ce qu'on voit et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la façon dont se construit leur qualité de vie au travail a énormément évolué. Et je vais vous donner 2-3 chiffres, par exemple. On a un sentiment d'autonomie, vous en parliez Gérard, qui a énormément évolué en bien. C'est-à-dire qu'en 2019, la note sur 10 accordée au sentiment d'autonomie sur notre plateforme, c'était 6,1 sur 10 en moyenne. En 2020, on est passé à 7,6. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, les personnes se sentent beaucoup plus responsables de leur travail et de ses conséquences. Alors ça, c'est un aspect positif, mais bien sûr, c'est comme toujours, quand on ajuste en matière de qualité de vie au travail, ce qui a des impacts positifs quelque part a des impacts négatifs à d'autres endroits. Et ce qu'on a remarqué d'ailleurs, et qui est en lien direct avec ça à mon avis, c'est que par contre, la possibilité de faire des pauses, l'impression d'avoir la possibilité de faire des pauses, c'est énormément détérioré, tout comme la capacité de prendre de l'avance dans son travail ou le sentiment d'avoir le temps de faire son travail. Tout ça, en fait, c'est juste qu'on vous donne plus d'autonomie, on se dit, on compte plus sur moi, donc je donne plus de ma personne, etc. Donc, en fait, c'est vrai que ce télétravail a vraiment changé la perception que les gens ont de leur qualité de vie au travail. Et donc, je pense que c'est très intéressant, comme le disait Amandine au début, de réévaluer, de reposer les questions aux gens, mais aussi dans ces grosses périodes de transition, de permettre aux managers de comprendre ce qui a évolué en termes de qualité de vie au travail dans son équipe, mais aussi à chaque salarié que lui, individuellement, comprenne quelles ont été les modifications. Parce que quand on a passé 10 ans à travailler d'une certaine façon, on commence à voir ce qui a un impact positif ou négatif sur notre qualité de vie au travail grâce à l'expérience. En un an, on a un petit peu de mal et donc parfois ça génère des zones de mal-être très importantes parce que on a eu du changement et on ne sait pas exactement ce qui génère ce mal-être chez nous. Voilà. Écoutez, en tout cas, super, merci beaucoup. Est-ce que Amandine et Gérard, vous avez quelque chose à ajouter sur le télétravail, même si c'était déjà très complet? Non, pas pour moi. Ouais. Mais du coup, juste pour rebondir sur un point de Gérard aussi, parce qu'effectivement, le rôle, encore plus à distance aussi, du manager, c'est bien de travailler sur la prévention des risques. Et c'est vraiment sur le risque isolement. Là, après, le manager ne peut pas tout faire non plus. Au sein de Pôle emploi, quand je vous évoquais tout à l'heure les signaux faibles, pour nous, le manager, c'est vraiment d'identifier, en tout cas de regarder ces signaux faibles, d'être à l'écoute de ces signaux faibles. Par contre, on a quand même déployé aussi une offre de service. Tout à l'heure, Gérard évoquait l'isolement, parfois les difficultés de déconnexion aussi, des personnes qui se sédentarisent. Et effectivement, on a eu ce type de situation. Et là-dessus, vient prendre le relais plutôt le service social du travail. Donc, on a des assistants sociaux du travail et qui sont spécialisés du coup sur ces thématiques-là. On a aussi des psychologues que l'on peut mobiliser de par nos prestataires et qui viennent vraiment travailler sur ce point-là parce que parfois on est au-delà du champ professionnel aussi, avec des situations personnelles qui sont parfois très difficiles, voire dramatiques. Et donc voilà, après c'est aussi de repositionner le manager comme à sa place entre le rôle effectivement d'identificateur de signaux faibles et d'accompagnement de l'agent. Par contre, à partir du moment où on sort du champ professionnel, voilà, on a d'autres personnes qui prennent le relais sur ces dimensions. Ok, ouais, en effet. Merci beaucoup, Amandine. Non, oui, absolument, le manager ne peut pas évidemment. Je partage ce que dit Amandine. D'ailleurs, à tel point que
il faut aussi s'occuper des managers, si vous voulez. Ouais, tout à fait. On s'est aperçu que on demandait beaucoup à nos managers, mais qui demandait à nos managers comment eux ils allaient et comment ça se passait chez eux. Et là, il y a eu à un moment donné un recadrage également à faire parce que, évidemment, ce sont des salariés comme les autres aussi. Tout à fait. Ouais, exactement, exactement. D'ailleurs, j'ai eu sur un sujet un petit peu similaire il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est chez L'Oréal, ils ont mis en place des RH DRH. Parce qu'ils remarquaient que leur service RH était en mal-être. Parce que, à force de s'occuper tout le temps des autres, etc., on a tendance à mettre un petit peu son propre bien-être de ce côté, quoi. C'est le phénomène soignant où, quand je perds un point de vie, c'est parce que j'en donne 10. Donc, je trouve que c'est rentable, donc je continue à le faire. Et les RH, ils avaient un petit peu cette tendance-là, a priori chez L'Oréal. Et donc, ils ont créé un service RH pour les RH et j'ai trouvé ça assez sympa. Ah oui, je comprends, ouais. Ok, bon écoutez, on avance vu qu'on avait pris un petit peu de retard au début. On va attaquer notre dernier échange, notre dernier sujet. Je pense qu'il a déjà été abordé sur certains points, mais je pense que vous avez encore des tips à apporter aux personnes. Là, vraiment, l'idée, c'est de rentrer dans le concret selon vous. Amandine, Gérard, quelles actions mettre en place pour faire des managers les premiers ambassadeurs de la QVT? Nous, chez Moodwork, on a toujours cette vision un petit peu remettre le salarié au cœur de la qualité de vie au travail. Et comme Gérard vous l'avez dit, le manager, c'est un salarié comme les autres, avec cette différence qui doit aussi fédérer, s'occuper de son équipe, etc. Donc, je vous laisse la main. D'ailleurs, Gérard, selon vous, sur ce sujet, quelles sont vos recommandations? Oui, ou mes convictions plutôt. Parce que, oui, vos convictions, exactement. Déjà, j'en ai une très forte, c'est que pour éviter les risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail, le premier travail du manager, finalement, c'est de cultiver la proximité avec son équipe. Je suis adepte d'une thèse que défend un universitaire nantais qui s'appelle Mathieu Detchessart, que certains d'entre vous connaissent, qui dit que finalement, les risques psychosociaux ne naissent pas de trop de management, mais de trop peu de management. Et finalement, le management est aujourd'hui empêché. Ce management empêché est lui-même source de risques psychosociaux et de mal-être au travail. Donc, cette thèse-là, traduite dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que le manager doit s'intéresser au métier de son équipe. Il y a eu des vagues managériales chez nous, comme sûrement dans d'autres entreprises, où finalement l'idée qu'un manager n'était pas là forcément pour s'intéresser au métier de son équipe, mais était là surtout pour manager. Ça voulait dire quoi? Remplir les tableaux de bord, donner des directives, suivre des indicateurs et des objectifs. Cette idée-là, pour moi, elle n'est pas forcément très bonne. Alors, il ne s'agit pas de transformer le manager en expert du métier, il ne le sera jamais parce qu'il ne le pratique pas, mais il s'agit d'avoir des managers qui s'intéressent au métier de leur équipe, qui en apprennent l'essentiel, qui sont en mesure d'en saisir les joies, qui sont en mesure d'en saisir les peines, les succès, les échecs, et surtout de les vivre avec leur équipe. Et ce management de proximité, ça passe par cette acculturation au métier. La deuxième chose absolument fondamentale, c'est de déblayer son agenda à son manager. On constate chez nous, en tout cas, que le manager de proximité veut dire chez nous, c'est le premier niveau managérial. Ils sont 2700 sur 5000. C'est ce qu'on appelle le contremaître dans l'industrie. Ce ne sont pas des cadres, mais ce sont des agents de maîtrise à qui on a confié un rôle d'encadrement. Et bien, ces managers de proximité, si vous regardez leur journée, finalement, ils ne passent que 20% de leur temps à réellement s'occuper des équipes, c'est-à-dire à développer leurs compétences. 80% de leur agenda est rempli par la programmation d'activités, des programmations d'activités, du reporting, de la logistique. C'est ce que j'appelle se faire dévorer par la machine de gestion. Et le travail qu'on doit engager et qu'on a commencé à engager, mais qui est long et lent, c'est justement d'évacuer de leur agenda ces activités chronophages qui les détournent de leur mission première, qui est de s'intéresser aux hommes et aux équipes. Ce qu'on attend d'eux aussi, en termes de proximité, c'est de créer ce qu'on appelle des espaces de dialogue sur le travail. Ces espaces où on est capable de partager les difficultés du métier, de régler les irritants, d'interpeller les process et les procédures, et puis finalement
d'évacuer ce que j'appelle la charge mentale de l'opérateur isolé. En clair, on le sait bien, entre la façon dont un processus est écrit ou une procédure est écrite et la façon dont elle va se réaliser sur le terrain, il y a parfois des écarts, parce que la situation telle qu'on la voit, elle n'était pas prévue comme ça dans le processus. Et donc, l'opérateur est obligé d'ajuster et de prendre sur lui, d'adapter la procédure. Cette charge mentale-là, il faut qu'il l'évacue quelque part. Et c'est cet espace de dialogue sur le travail qui permet de le faire, animé par le manager. Et puis, Amandine l'a dit, mais j'y souscris pleinement, c'est rythmer la vie de l'équipe, définir des rites, fêter les départs. Je trouve que, alors dans la période d'aujourd'hui, c'est encore pire, mais la faculté que nous avons à laisser partir des gens qui ont passé 20, 30 ans dans l'entreprise, voire moins, mais avec une désinvolture totale, c'est un mauvais signal pour ceux qui restent d'abord, avant même d'être un mauvais signal pour celui qui part. Je pense que le manager, c'est aussi son rôle de rythmer cette vie d'équipe, de fêter les victoires, de fêter les arrivées, et de débriefer collectivement les échecs. Donc voilà, moi le premier point, c'est cette proximité. Et j'en ai un deuxième auquel je crois beaucoup, parce qu'on mise toute notre transformation managériale finalement sur cet aspect-là, c'est de travailler inlassablement les comportements du management. Alors évidemment, on peut sensibiliser, former, accompagner, mais enfin, ce qu'on essaie de faire, en tout cas chez Enedis, c'est ce qu'on appelle créer le contexte. Alors là, c'est une personne que vous devez connaître qui s'appelle François Dupuis, qui explique que les acteurs sont intelligents et ils agissent en fonction du contexte qu'on leur a donné. On essaie de travailler ce contexte pour travailler les comportements managériaux. Je vais vous donner un seul exemple. Par exemple, on nous a demandé de mettre en place une nouvelle politique mobilité interne de l'entreprise, mobilité des compétences. Une des mesures qu'on a prises, qui peut paraître symbolique, mais qui change les comportements des acteurs, qui change le comportement du management, et qui permet justement cette proximité, c'est quoi? On avait une règle qui consistait à dire, c'est le manager qui décide quand l'équipier peut le quitter. C'est le manager qui décide quel saut salarial il peut faire sur le poste d'après, et c'est le manager qui décide aussi sur quel domaine d'activité le salarié peut se projeter sur le poste d'après. Depuis le 1er janvier 2019, on a mis fin à tout ça. Alors évidemment, le manager n'a plus ce pouvoir. Que lui reste-t-il pour fidéliser les personnes qu'il a envie de fidéliser? Il lui reste lui et son comportement, sa capacité à s'occuper des gens, sa capacité à avoir des gestes managériaux équitables, qui donnent envie aux gens de rester et non pas de fuir. Puisqu'aujourd'hui, tous nos salariés peuvent quitter leur manager quand ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. Donc ça, c'est un exemple qui vous donne comment, de manière structurelle, on peut changer la donne et créer un contexte favorable à tel ou tel comportement managérial. Désolé d'avoir été un peu. C'est super intéressant, Gérard. Le jour où vous avez changé ça, vous n'avez pas eu des mouvements en interne interminables, la grande migration? C'était la crainte et la phobie de tous les managers, évidemment, qui ne voyaient pas cette nouvelle d'un bon œil et qui pensaient qu'un beau matin, ils arriveraient effectivement dans leur agence et que tout le monde les aurait quittés. La réalité est plus compliquée. On ne quitte pas non plus un job comme ça. Bien sûr. Donc, dans certains endroits, ça s'est passé. Et effectivement, l'analyse a posteriori montrait que c'était les comportements managériaux qui généraient cet exode. Dans d'autres, on l'a moins vu. Mais absolument, c'était une crainte et un fantasme tout à fait réel dans la tête des managers. Ok, merci, super intéressant. Amandine, vous de Bah votre oui, côté. pour compléter, mais je rejoins tout à fait Gérard sur ce besoin de proximité et puis de dégager du temps du coup aux managers. C'est aussi une de nos grosses problématiques au sein de Pôle emploi. Alors d'un côté, j'allais vous dire, pour que les managers puissent être aussi ambassadeurs de la QVT, de les sensibiliser. Et donc, on le fait aujourd'hui au travers de webinaires, de e-formation, d'échanges aussi. Gérard a l'évoqué, mais au niveau des managers, beaucoup d'échanges, de pratiques au sein de la ligne managériale pour justement identifier, sur le volet conditions de travail, quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en place, et puis de comparer ce qui se fait chez les uns et chez les autres lorsqu'on a aussi notamment des similitudes. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, trop de webinaires tue le webinaire. C'est un peu aussi le contrepoids en ce moment, c'est que du fait de cette crise sanitaire, beaucoup de choses se font à distance.
Et aujourd'hui, les agendas effectivement des managers sont rythmés et ils enchaînent visio sur visio, webinaire sur webinaire. Donc, c'est de pouvoir lisser tout ça. Et ce qu'on a envisagé aussi, c'est plutôt des programmes à la carte. Donc, selon les besoins, d'avoir une sorte de catalogue ou de boîte à outils dans laquelle les managers puissent piocher. Alors, soit en termes de webinaires en replay, soit en termes de petites fiches qui existent. Et puis, bien sûr, les contacts au sein de mon service, mais pas que. Il y a aussi un service sur l'accompagnement managérial, sur la gestion des carrières aussi, et puis au-delà, sur toute la partie opérationnelle, métier. Donc voilà, donc ça c'était vraiment aussi pour nous important de sensibiliser. La crise sanitaire aura eu au moins ce point positif, c'est que d'emblée il y a eu une vraie prise de conscience en 2020 sur la nécessité de travailler sur les conditions de travail au sens large. Donc ça aurait été l'avantage, mais effectivement avec le contre-pied du télétravail notamment. Deuxième point aussi, c'est pour nous de travailler sur l'implication et puis sur l'autonomie aussi des managers. Aujourd'hui, ils ont de nombreux outils pour travailler sur leur performance opérationnelle, je veux dire, en agence notamment. Et c'est aussi de pouvoir leur donner les clés de lecture, les indicateurs en soi, sur notamment tout ce qu'on appelle nous la performance sociale, donc aussi bien leur indicateur qualité de vie au travail, le climat social de leur agence, l'absentéisme aussi au sein de leur agence, et de pouvoir les rendre autonomes dans l'analyse de ces indicateurs-là. Donc ça fait l'objet aussi d'un programme de prévention des risques, pouvoir les sensibiliser sur ces indicateurs et comment ils peuvent se les approprier, qu'est-ce qu'ils en font derrière, parce que les actions aujourd'hui de prévention, elles sont à leurs mains, elles sont vraiment à leur niveau, au niveau terrain, j'ai envie de dire, et à travailler aussi avec leurs équipes. Quand on évoquait tout à l'heure le côté participatif et collaboratif, c'est de pouvoir aussi travailler sur l'analyse de ces résultats avec les collaborateurs et le travail sur les pistes d'action également avec les collaborateurs qui sont les premiers concernés. Et donc d'y inclure voilà, le manager comme facilitateur, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le manager facilitateur, pour nous, c'est ça, c'est pouvoir être facilité, en tout cas les échanges entre les collaborateurs et que les solutions puissent venir du terrain aujourd'hui. Donc ça a comme gain de pouvoir travailler sur l'implication des agents, l'implication des managers aussi, et cette prise de conscience, encore une fois, sur la nécessité de travailler sur les conditions de travail qui a été renforcée notamment par cette crise sanitaire. Ok, merci Amandine. Pour compléter ce que dit Amandine, c'est intéressant, c'est que nous chez Moodwork, on a aussi cette vision en fait qui vient de la théorie, de la recherche sur la qualité de vie au travail, comme quoi la qualité de vie au travail d'un individu, c'est la résultante de facteurs organisationnels qui sont indépendantes de sa volonté et des facteurs qui sont individuels, c'est-à-dire sur lesquels lui, en tant qu'individu, peut agir. Bien souvent, on a remarqué dans les entreprises une capacité en fait à déresponsabiliser le salarié sur ces sujets et donc à balayer, à mettre de côté l'ensemble de ces facteurs individuels, alors qu'au contraire, il faut, tout comme Amandine le disait, rendre les gens acteurs sur ces sujets-là. Et les rendre acteurs, c'est pas juste leur dire vous pouvez faire quelque chose, faites-le. C'est tout comme l'organisation dispose d'outils pour améliorer la qualité de vie au travail au niveau organisationnel, en faisant une enquête, en faisant un audit, en étant accompagné, en mettant en place certaines politiques, en mettant en place une politique qualité de vie au travail sur différents sujets. Mais au niveau individuel, c'est la même chose. Le salarié, pour nous, il est censé être en capacité déjà de comprendre sa situation, d'avoir accès à différents types de ressources qui vont lui permettre d'agir sur sa qualité de vie au travail. Vous parlez de webinars, de e-learning, etc. C'est une partie de ces choses que le salarié peut solliciter s'il a envie d'agir sur sa qualité de vie au travail. Et bien sûr, l'accompagnement qui est très important avec des spécialistes, avec son manager, avec ses RH, avec des psys, etc. Donc, en effet, complètement d'accord là-dessus. Est-ce que vous voulez, alors vu qu'on a commencé un petit peu plus tard, on a décalé un petit peu, mais on est à peu près dans les temps, ce que je vous propose avant de passer aux questions, pour ceux qui le souhaitent, on a mis en accès différents types de ressources qui ont été développées par des chercheurs chez Moodwork pour aider à justement mettre en place des politiques qualité de vie au travail, améliorer la qualité de vie au travail dans son entreprise. Je vous mets les liens de téléchargement dans le chat pour ceux qui le souhaiteraient. Et
En même temps, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques questions. On va pas avoir le temps d'en prendre beaucoup parce que je crois que tout le monde commence à avoir faim. J'ai une question de Armel Galino qui demande merci pour cette discussion extrêmement intéressante et absolument nécessaire, mais ça nous fait plaisir. Je vais en faire un compte rendu à notre top management, mais serait-il possible d'avoir un replay? Bon, alors le replay, oui, il sera envoyé, il n'y a pas de problème. Alors je vais essayer de trouver des questions un peu plus sur nos thématiques. Alors j'ai quelqu'un qui me demande si on a une évolution marquante au niveau du sujet de sentiment de reconnaissance. Alors oui, en effet, là, moi j'avais sorti que le top 3. Ça fait pas partie du top 3 des facteurs qui ont évolué positivement le sentiment de reconnaissance, mais c'est un point, un facteur de qualité de vie au travail qui a évolué positivement, encore une fois, chez nos utilisateurs. Après, je mettrai un petit bémol parce qu'on a quand même une partie de nos utilisateurs chez Moodwork qui sont du personnel soignant. Et je pense qu'il y a une évolution extrêmement positive sur le sentiment de reconnaissance de la part du personnel soignant. On accompagne aussi plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans des laboratoires d'analyse médicale. Donc, il y a potentiellement un petit biais. Donc, celui-ci, je préfère pas trop m'avancer dessus. Je vois qu'Amandine avait l'air d'avoir un sujet là-dessus. Peut-être que chez Pôle emploi, vous avez pu l'analyser. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Alors, ça fait l'objet justement des questions que l'on pose dans nos enquêtes qualité de vie au travail et aussi risques psychosociaux. Et effectivement, Gérard l'évoquait tout à l'heure sur le fait de s'intéresser aux personnes. Ça a été un des points alors qui a été plutôt en diminution sur la reconnaissance au travail au sein de Pôle emploi. Un sentiment justement de ne pas être prise en considération, de ne pas être reconnu à sa juste valeur ou dans son activité. Qui commence à s'améliorer. Là, on voit les effets de ce qu'on appelle, nous, la performance par la confiance, donc la démarche que je vous évoquais tout à l'heure et qu'on a commencé à engager depuis 2 ans maintenant. Et justement, en prenant en considération cette diminution de la reconnaissance, qui passe notamment, comme le disait aussi Gérard, les rituels, les rites, accueil des nouveaux embauchés, départ des anciens. Ça, c'est aussi très important et on est en train de réinstaurer ces temps. Alors, on aura un peu plus de facilité en dehors de la crise sanitaire, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on va vraiment retravailler pour justement favoriser la reconnaissance des agents. Et ça passe aussi par beaucoup de communication. On a beaucoup impliqué notre service communication aussi sur ces champs-là pour instaurer cette culture d'entreprise aussi. On a eu beaucoup de fusions au sein de Pôle emploi également, donc qui sont venus un petit peu dégrader cette partie-là. Et donc le service communication nous accompagne justement pour qu'on puisse valoriser alors des actions déjà que réalisent nos agents sur le terrain et des actions positives, de valoriser également les nouvelles arrivées, les départs en retraite également, de communiquer sur des temps forts aussi tout au long de l'année en matière de qualité de vie au travail. Alors je vous disais, soit des actions qui sont réalisées en agence, soit des semaines thématiques type handicap, type qualité de vie au travail aussi, justement. Donc profiter de ces moments pour valoriser ce qui est fait dans nos agences. Donc un fort appui aussi du service communication là-dessus qui nous aide et qui contribue au volet aussi reconnaissance. Donc reconnaissance de la part de la direction régionale et puis ensuite bien sûr reconnaissance de la part du manager et qui là passe par justement toute cette démarche collaborative. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois une autre question, je crois qui était pour Gérard, me semble-t-il. Quels sont les indicateurs de la performance sociale du manager selon vous? Ouais. On peut en mettre de nombreux, hein, puisque comme Amandine l'a souligné, on a aussi des enquêtes que l'on mène régulièrement, au moins une fois par an. On va même augmenter la fréquence et on l'a augmenté pendant la crise, mais c'est des enquêtes qui interrogent le personnel sur un certain nombre d'items et on en déduit des indices d'engagement. Moi, je crois beaucoup à l'indice d'engagement, si je dois en retenir qu'un seul, parce que pour moi, l'engagement, c'est la capacité du salarié à démontrer qu'il est bien dans sa peau et qu'il a envie de se bouger pour son entreprise. Donc cet indice d'engagement, pour moi, il est fort. Alors, on a engagé chez Enedis depuis plusieurs années une démarche de responsabilisation et d'autonomie des collaborateurs, mais on l'a fait sur la base du volontariat, c'est-à-dire que seules les équipes et les managers motivés le faisaient. Il se trouve qu'on vient de faire une étude pour comparer
et étudié ce qui se passait dans ces équipes-là qui ont accordé une large place à la confiance et à l'autonomie des collaborateurs, avec l'ensemble des autres qui ne l'ont pas fait. Et sur 3 critères, le résultat est étonnant. Les premiers critères, c'est cette fameuse enquête sociale, baromètre social, qu'on appelle chez nous MyEDF. Systématiquement, sur toutes les questions, on est à plus de 10 points de positif de la part des salariés, systématiquement. Première chose. Deuxième chose, l'absentéisme. L'absentéisme a été divisé par 3 dans ces équipes-là, en moyenne. Et troisième indicateur, l'accidentologie. On a divisé par 5 l'accidentologie dans ces équipes-là. Donc, on voit bien que, et Amandine l'a aussi évoqué, la confiance, la mise en responsabilisation, la mise en autonomie, quand ces contextes-là sont hyper favorables, ça génère non pas des RPS, mais ça génère de l'enthousiasme, et ça génère moins d'accidents, ça génère moins d'absentéisme, ça génère une satisfaction des salariés qui est grandissante. Ok. Merci Gérard. Alors, j'ai vu une autre question qui m'était destinée. Le nom de l'universitaire nantais, c'est Mathieu. Alors, c'est un peu compliqué. Detchesar. Alors, ça s'écrit D-E-T, je garantis pas la suite. C-H-A-2-S-A-R. Je crois que c'est ça. Ensuite, j'avais une question. Comment faire face à des collaborateurs résistants au changement? Alors, si vous voulez, je vais vous donner un petit premier aperçu. Déjà, la résistance au changement, il faut considérer que c'est quelque chose de tout à fait normal parce que le changement, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est l'insécurité. Donc, pour le salarié, aller vers du changement, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous, sur Moodwork, on propose toujours ce type d'accompagnement. Comment est-ce qu'on fait au niveau individuel pour mieux accepter le changement, au niveau managériel pour mieux le présenter. Moi, je pense qu'un des aspects fondamentaux, c'est la compréhension de ce changement. Pourquoi est-ce qu'on fait ce changement? Qu'est-ce que ça va apporter comme amélioration dans mes conditions de travail? Et qu'est-ce que ça va détériorer? Je pense que plus on a de clarté, moins on a l'insécurité qui est l'aspect vraiment dangereux du changement. Donc pour moi, ça passe principalement par l'explication, le rabâchage, expliquer pourquoi est-ce que ce changement va être positif. Et ensuite, bien sûr, c'est du développement des soft skills des salariés. C'est toujours plus facile quand on a été formé à la gestion des émotions, à la gestion du stress, à comment est-ce que je dois accepter ce qui se déroule dans mon entreprise, etc., de faire face à ce type de changement. On ne peut pas aller dans une entreprise où les salariés, on a mis leurs soft skills de côté pendant des années et des années, arriver, leur proposer du changement et s'attendre à ce que eux y répondent favorablement. Alors, je vais prendre une dernière question. Alors, on a une question de la part de Thierry Collard qui est: êtes-vous confronté aux problématiques du sens au travail? Avec la Covid et l'organisation en mode dégradé, cela impacte le sens que l'on donne à notre travail. Avez-vous quelques pistes à creuser? Amandine, Gérard, est-ce qu'un de vous deux a été confronté à ces sujets et souhaite donner un petit aperçu? Alors, au sein de Pôle emploi, oui, beaucoup. Beaucoup de questionnements par rapport au sens, alors pas forcément par rapport à la crise sanitaire, mais surtout par rapport aux nombreux changements. Nous, c'est vraiment une problématique d'accompagnement du changement, comme vous venez de l'évoquer, Léopold, qui est sous-jacente parce que le sens en soi, les conseillers l'ont bien en tête parce qu'on a vraiment une mission d'intérêt public, j'ai envie de dire, sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et ça, c'est très valorisant. Donc, voilà, le sujet, c'est bien de se recentrer là-dessus pour y trouver du sens. Par contre, c'est une problématique de sens par rapport à l'enchaînement, au millefeuille, en fait, des changements. Et effectivement, je rejoins Léopold sur l'accompagnement qui est nécessaire à 2 niveaux. Ce que disait Léopold au niveau collectif, pour moi, effectivement, de bien expliquer l'objectif, pourquoi ce changement, et puis de travailler encore une fois sur comment on l'accompagne auprès des agents. Et puis, il y a un deuxième travail aussi pour moi au niveau individuel, parce que il faut aussi chercher à comprendre pourquoi il y a ces résistances au changement. Les leviers de motivation sont différents d'une personne à une autre, et de travailler du coup à titre individuel auprès de chacun des agents pour les accompagner à l'intégration de ces changements. Donc, ça passe pour moi sur beaucoup de communication, notamment par rapport au sens, et de se focaliser encore une fois sur la mission principale, la mission d'origine qui nous anime.
Très bien. Merci Amandine. Gérard, est-ce que vous voulez compléter sur cette thématique? Oui, sur la problématique du sens, on a eu de la chance parce que en 2020, on a une nouvelle présidente d'Enedis qui a été nommée, qui a souhaité construire le projet industriel et humain d'Enedis avec tous les salariés. Donc, on a utilisé des méthodes de co-construction pour finalement définir une ambition sur une activité qui fait sens, hein, puisque notre activité, vous l'avez compris, c'est d'amener l'énergie dans tous les foyers. L'ambition que nous avons, c'est d'être le service public préféré des Français au service de la transition écologique. Et là, il y a effectivement un enjeu nouveau qui apparaît pour nous et qui est très mobilisateur pour les salariés. Alors, le fait qu'il l'ait co-construit également fait que sur ce registre-là, en tout cas d'après les analyses et les enquêtes que nous faisons, il n'y a pas de difficulté particulière à comprendre le sens de notre activité, à inscrire leur activité dans ce sens-là. Par contre, on a les mêmes difficultés que d'autres sur les changements, les micro-changements que l'on opère dans les process, les procédures, les organisations. Et là aussi, il n'y a pas de vérité révélée. Le frein au changement, c'est humain. Après, on a évidemment des techniques ou des tactiques pour essayer d'embarquer le plus grand monde, mais on passe forcément par des phases de frein et je dirais d'opposition. C'est possible. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez prendre une dernière question? Je regarde en même temps sur le fil de discussion. Parce qu'on en a une sur l'intégration des retraités dans une démarche QVT. Est nécessaire, voire bénéfique. Alors, j'ai jamais eu cette question, c'est pour ça que je voulais la pousser avant de... Je sais pas, mais en tout cas là-dessus, je me rappelle une crise absolument dont tout le monde doit se rappeler, j'imagine, pour ceux qui étaient nés, en tout cas en 99, la grande tempête qui a traversé la France. Tout le réseau électrique était par terre, quasiment sur tout le territoire, et les retraités sont venus. Les retraités sont venus spontanément épauler les techniciens en tout cas les retraités fraîchement retraités, ça va sans dire. Mais ils sont venus et cet événement-là marque encore la culture d'entreprise encore aujourd'hui. Vous voyez, 20 ans après, tout le monde se rappelle et tout le monde se raconte cette histoire-là. J'ai la faiblesse de croire qu'en matière de QVT, ça nous aide aussi. La tempête de 99, c'était pour vous ce que la crise du Covid est pour les soignants. Ouais. Sauf que ça a a priori duré moins longtemps. C'est sûr. Heureusement, ouais. Non, pour nous, pour notre part, à Pôle emploi, alors c'est pas dans l'intégration QVT, par contre, c'était encore une fois ce qu'on avait soulevé tout à l'heure dans les rites et rituels. Il y a effectivement un travail qui est en cours sur l'accompagnement à la retraite, donc avant que la personne soit retraitée, et aussi sur sa valorisation au moment de son départ, aussi bien au sein de l'équipe et aussi bien au sein de la direction régionale, donc sur l'ensemble de la région. Et effectivement, c'est important, comme le disait Gérard, en termes d'exemplarité aussi, par rapport aux autres collaborateurs, de retracer le parcours de ces agents qui partent en retraite et puis de les accompagner le mieux possible aussi sur cette fin de carrière, parce qu'il y a différentes dimensions qui entrent en jeu aussi, parfois psychologiques également. Et donc voilà, là effectivement, il y a un travail sur l'accompagnement des fins de carrière, oui. Très bien. Bon, bah écoutez, fin de carrière, fin de webinar, on est arrivé au bout. En tout cas, un grand merci Amandine et Gérard pour votre participation qui était super intéressante. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans des webinars Woodwork. Et un grand merci à tous les participants. On est monté à plus de 200 personnes, c'était super. Je vous envoie un dernier message si vous voulez suivre Moodwork pour avoir accès aux prochains webinars ou à différents types de ressources sur la qualité de vie au travail. Je vous ai mis un lien dans le chat directement vers notre LinkedIn. Donc, je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Tous. Au revoir.